C'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Demain Notre ADN, l'émission. Et demain, Notre ADN, c'est le média de tendance sectorielle de l'ADN qui prend le temps pendant une entière quinzaine d'analyser les enjeux et les possibles d'un secteur dans ce monde où les crises se succèdent et s'enchevêtrent. Ce monde qui nous commande, pour ces exactes raisons, une nécessaire transformation. Nous le faisons avec une approche éditoriale qui est la signature de l'ADN, qui consiste à mêler les points de vue. Nous parions sur l'esprit de conversation. Penseurs, activistes, scientifiques, start-up, entreprises emblématiques du secteur, bref, nous donnons la parole aux acteurs du changement afin qu'ils nous donnent des clés de lecture et nous ouvrent de nouveaux horizons positifs pour la planète, la société et l'économie. Cette quinzaine, nous avons ouvert le dossier des mobilités. C'est un sujet qui est souvent traité sous un angle un peu technique, pour ne pas dire austère, voire carrément futuriste, avec des taxis volants et des capsules type Hyperloop. Et pourtant, rien n'est plus personnel que nos mobilités. Prenez Laure Calamy dans le film À plein temps d'Éric Gravel, qui incarne cette héroïne qui jongle entre son travail, ses enfants, avant que cet équilibre précaire n'explose sous la pression d'une grève des transports. Ou alors Nicolas Mathieu, formidable conteur de la France périphérique, que nous avons interviewé pour l'ADN et qui, dans le Goncourt 2018, Leurs enfants après eux, écrit ceci. Chaque désir induisait une distance. Chaque plaisir nécessitait du carburant. À force, on en venait à penser comme une carte routière. Les souvenirs étaient forcément géographiques. On le voit, les mobilités irriguent nos quotidiens, nos histoires intimes d'une sève vitale. C'est sans doute ce qui rend le sujet de leur transformation si sensible, pour ne pas dire explosif, quand ils cristallisent la colère sociale. Mais aujourd'hui, c'est l'émission. L'émission, le thème, comment ouvrir la voie aux mobilités justes et durables? Une question que nous allons dérouler avec nos invités dans quelques minutes. Thierry Mallet, PDG du groupe Transdev, qui est déjà parmi nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Et dès à présent, avec Isabelle Rio-Lopez, spécialiste du secteur mobilité chez Kantar. Une contrainte d'agenda l'empêche d'être parmi nous aujourd'hui. Toutefois, elle a eu la gentillesse d'enregistrer une capsule vidéo spécialement pour demain afin de partager ses insights et son analyse des mutations de nos mobilités. Écoutons-la maintenant. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler des enjeux de la mobilité de demain. Alors, quel a été l'impact des crises sur les comportements de mobilité? Comment la nouvelle génération Z nous montre les chemins de la multimodalité? Quelles sont les attentes des citoyens français pour aller vers une mobilité plus durable? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui grâce à une étude que nous avons réalisée en avril 2022 auprès d'un échantillon représentatif de la population française. Mais avant de regarder ces résultats, je vous propose de partager avec vous quelques éléments de contexte qui traduisent un petit peu finalement le contexte d'incertitude et de transformation continue que nous vivons actuellement et qui ont un impact forcément sur nos comportements et sur les attentes des Français en termes de mobilité. Alors vous le voyez à l'écran, un certain nombre de mots qui reflètent cette multiplicité de transformations et finalement c'est la somme de ces transformations qui va créer un contexte d'incertitude. Donc oui, toutes les questions liées de la transformation vers l'ère digitale avec l'intelligence artificielle, le big data, le métaverse, la crise Covid qui a transformé nos comportements, nos habitudes, nos routines de consommation, y compris en mobilité. Plus récemment, le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, l'inflation qui vient également transformer notre quotidien et qui a un impact important sur notre pouvoir d'achat. Et en toile de fond de tout ça, effectivement, la question de la transition écologique qui aux yeux de tous apparaît clairement comme une priorité absolument nécessaire
Et donc la Covid a quelque part accéléré cette prise de conscience de la part des citoyens. Et puis d'un autre côté, tous ces éléments effectivement de transformation avec des plateformes digitales, des paiements digitaux, tout ça qui va également avoir un impact sur la façon dont nous consommons et dont nous bougeons au quotidien. Alors tous ces éléments pour dire qu'effectivement on est dans un contexte d'incertitude, donc après une relative période de stabilité, on le voit courant des années 2000, 2007, 2008, le début de l'incertitude, et aujourd'hui on est vraiment dans ce que l'on appellera l'ère de la grande incertitude, avec effectivement finalement cette nouvelle incertitude qui est devenue la norme, qui est devenue notre quotidien et qui nous oblige, nous citoyens, à nous adapter à cette nouvelle réalité, et nous entreprises ou gouvernements ou pouvoirs publics également à adapter nos politiques, nos stratégies pour pouvoir accompagner les citoyens et leur proposer des solutions qui soient adaptées à cette nouvelle réalité et notamment des innovations. Alors pourquoi je parle d'innovation? Parce qu'effectivement ce contexte de transformation et d'incertitude est aussi l'occasion, l'opportunité, je dirais, de transformer ces nouvelles attentes en nouvelles solutions, en innovation. Plus que jamais finalement les Français ont montré pendant la pandémie leur capacité et leur volonté d'essayer de nouvelles choses. C'est dans ces contextes de disruption et de transformation que les citoyens vont être le plus prêts finalement à essayer des nouvelles choses et du coup à adopter de nouveaux comportements, de nouvelles solutions. Donc c'est aussi le moment pour les entreprises et pour les autorités publiques d'innover, de transformer et de proposer des nouvelles solutions. Et quand on va parler de mobilité, c'est d'autant plus vrai, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, les citoyens finalement, donc 59% des citoyens nous disent que finalement le développement durable ne dépend pas que d'eux, il dépend également des entreprises, des organismes, des politiques, et quand on parle de mobilité, c'est vrai que le développement de pistes cyclables, c'est vrai que des initiatives employeurs qui vont favoriser le télétravail quand c'est possible ou permettre à ces employés de partager un véhicule ou d'avoir accès à des douches en arrivant au bureau, toutes ces politiques, toutes ces actions qui sont mises en place vont favoriser finalement l'adoption de mobilité douce ou de mobilité alternative, de mobilité plus durable. Donc tous ces éléments vont être importants et donc les citoyens, les Français et les jeunes en particulier, les nouvelles générations sont fortement en attente de solutions et d'initiatives de la part des entreprises et des autorités publiques. Alors je vous propose maintenant de regarder les résultats de l'étude que nous avons réalisée en avril. Nous avons demandé aux Français dans quelle mesure ils ont changé leur comportement et notamment en termes de mode de transport utilisé en avril 2022 versus ou par rapport à la période avant la pandémie. Donc l'idée c'était de voir quels sont les changements de comportement qui finalement sont des changements durables, qui durent dans le temps et qui n'ont pas été que des changements, je dirais, temporaires liés au confinement ou à la période de pandémie que nous avons vécue. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un enseignement majeur, c'est effectivement la marche à pied. Les Français globalement sont plus actifs, marchent plus et ça c'est vrai pour toutes les générations. Quand on regarde les autres modes, c'est intéressant de voir aussi le développement du vélo, de la trottinette, cela ne va pas vous surprendre puisqu'on le voit dans la rue au quotidien dans les grandes villes. Donc là, il y a eu une vraie adoption de ces nouvelles mobilités au détriment du transport en commun et de la voiture. Alors là, sur cet écran, ce que nous voyons, c'est le delta entre ce qu'ils font plus qu'avant versus ce qu'ils font moins. Donc quand vous avez par exemple plus 26 pour la marche à pied, c'est la différence de points entre le pourcentage de gens qui font plus de marche à pied versus ceux qui font le moins de marche à pied. Donc ça nous permet vraiment de voir où est-ce qu'on a un delta positif ou négatif. Ce qui est intéressant également de voir sur cette diapositive, c'est la génération Z, donc les plus jeunes, les 18-24 ans dans notre échantillon. Comme vous pouvez le voir, globalement, ils sont ouverts à tous les modes, ils utilisent un peu plus tous les modes qu'avant. Donc je dirais que la pandémie dans ce contexte-là a plutôt favorisé la multimodalité et ça c'est un point important parce que ces jeunes, on l'a vu à travers d'autres études qualitatives, ont vraiment cet état d'esprit d'être ouverts à tous les modes, prêts à essayer les différents modes et finalement à choisir celui qui va être le plus adapté, le plus efficace et le plus pertinent, je dirais, pour un trajet donné en fonction de là où ils vont, avec qui ils vont, etc. Donc cette notion de multimodalité est vraiment intéressante chez les jeunes, on va en reparler.
Alors, dans ce contexte d'évolution, de changement de comportement, il ne faut pas oublier tout de même qu'en France, 9 foyers sur 10 ont un véhicule et que la voiture reste le mode qui a la plus grande part modale devant l'ensemble des autres modes lorsque l'on va parler de la mobilité du quotidien, c'est-à-dire aller au travail, aller sur son lieu d'études, aller faire des courses ou les activités de loisirs du quotidien. Donc on a vraiment une voiture qui reste fortement prépondérante et c'est vrai qu'un point très important, c'est que cette prépondérance de la voiture, elle va être notamment très importante dans les régions où d'autres modes alternatifs ne sont pas disponibles, ne sont pas accessibles. Donc forcément, en zone rurale ou périurbaine, cette part modale de la voiture va être d'autant plus importante. Alors nous avons justement demandé aux Français qui aujourd'hui utilisent une voiture, dans quelle mesure ils seraient prêts à envisager un autre mode de transport, même dans un contexte de forte augmentation des carburants, des prix de l'énergie, puisqu'on le sait, la question du pouvoir d'achat est aujourd'hui particulièrement importante. Et comme vous pouvez le voir, 44% d'entre eux nous ont dit qu'il n'est pas envisageable pour eux d'utiliser un autre mode de transport, bien souvent parce qu'il n'y a pas d'autres modes de transport disponibles, il n'y a pas d'autres modes de transport aussi, je dirais, pratiques et faciles d'accès. On a sur cette diapositive un commentaire d'un habitant de la campagne qui nous dit effectivement ici il n'y a pas de transport collectif, les services, les commerces sont souvent éloignés, donc l'utilisation de la voiture reste indispensable. Et un point très important, pour accéder à ces transports, il faut déjà se déplacer. Donc cette question de l'accès au premier mode de transport est déjà un point clé et un enjeu qu'il faut résoudre effectivement pour l'avenir, notamment pour les populations qui habitent dans des zones non urbaines où les alternatives à la voiture aujourd'hui sont peu disponibles. Donc là, on a une vraie tension entre pouvoir d'achat, prix d'accès à la mobilité et mode disponible finalement pour les Français. Alors je voudrais revenir à notre génération Z, qui est une génération, comme je l'ai dit, assez multimodale. Donc c'est une génération qui est très connectée, 2 fois plus connectée que ses aînés, et qui en moyenne utilise 2,9 modes de transport pour les trajets du quotidien. Donc c'est plus que les générations Y ou les générations X ou les générations Boomer. Effectivement, ce sont des générations qui ont l'habitude et qui utilisent aujourd'hui dans leur quotidien plusieurs mobilités. Alors si on regarde un petit peu ici les modes utilisés, donc on a mis à l'écran les principaux, je dirais, et vous le voyez, donc on retrouve les transports en commun, le covoiturage, la trottinette électrique. Ces jeunes utilisent significativement plus que les autres ces modes alternatifs, et donc ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, vraiment de leur quotidien, de leurs habitudes et de leur état d'esprit. Alors un autre point important, effectivement, la connectivité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ils sont très connectés, ils utilisent des applications de navigation, de transport en commun, de train, mais également des applications de mode partagé. Vous le voyez, covoiturage, autopartage, partage de vélo, partage de trottinette, de façon assez importante par rapport à leurs aînés. Donc il y a, je dirais, quelque chose de vraiment fort auprès de ces jeunes. Ils sont multimodaux, ils utilisent des applications multimodales et ils sont finalement en recherche du meilleur service au moment où ils en ont besoin pour pouvoir naviguer dans la ville ou hors de la ville de la façon la plus efficace possible. Alors une fois qu'on a parlé des transformations de la Covid et des habitudes de mobilité de la génération Z, peut-être juste un dernier élément, c'est la question du télétravail. Donc effectivement, vous pouvez le voir à l'écran, le télétravail a impacté tout le monde, mais cette nouvelle génération d'autant plus, ils télétravaillent plus que leurs aînés et cela va d'autant plus, je dirais, les amener à attendre une mobilité plus personnalisée. Alors comme je le disais, une fois que l'on a vu ces éléments liés au changement de comportement de la Covid et aux attentes des jeunes générations, je voudrais faire un petit focus sur le transport public. Nous avons ici demandé aux fans finalement de transport public qu'est-ce qu'ils valorisent dans le transport public, qu'est-ce qui les intéresse. Et vous le voyez ici à l'écran, les mots-clés que vous voyez à gauche sont les mots de ces citoyens qui nous ont dit finalement le transport public c'est rapide, c'est pratique, c'est économique, c'est écologique, je n'ai pas besoin de me stationner, je peux me reposer, c'est agréable. Donc beaucoup
d'items très positifs, de mots très positifs qui reflètent un petit peu vraiment tous les bénéfices du transport public. Et vous avez sur la droite quelques verbatims finalement d'utilisateurs, dont certains que je trouve particulièrement intéressants. Par exemple, celui qui dit pour le bus, je trouve qu'un trajet en bus est très thérapeutique puisqu'il roule lentement, j'ai le temps de me relaxer avant d'aller au campus de mon école. Ce côté thérapeutique, ce côté je peux voir les paysages, ils l'ont beaucoup mentionné également pour le TER. Tous ces éléments sont des éléments importants dans un contexte où les Français sont plus qu'avant en attente de bien-être, de temps pour eux et de pouvoir, je dirais, profiter de leur environnement. C'est ce qui a aussi fait que le vélo a eu tant d'engouement et il y a encore aujourd'hui tant d'engouement. Je peux allier finalement le plaisir, le sport, le bien-être, et le transport public a ce bénéfice également. Alors, bien entendu, quand on va comparer, donc là c'est les fans du transport public qui partageaient avec nous leur impression, mais quand on va comparer l'image relative du transport public aux autres modes, là on voit que le transport public manque de saillance, d'aspérité en termes d'image. Alors ce que vous voyez à l'écran, vous avez à gauche un certain nombre de dimensions, le confort, la rapidité, la ponctualité, etc. et comment chacun des modes sont perçus. Et là vous pouvez voir effectivement que le transport public est plutôt plat, je dirais en termes de profil, alors que la voiture va être vraiment très fortement perçue sur le confort, la rapidité, la ponctualité, le plaisir, la praticité. À l'inverse, elle va être très mal notée sur les aspects tendance, rapport qualité-prix, respectueux de l'environnement. Et on le voit finalement, les modes qui vont avoir des saillances positives sur ces items-là, ce sont d'une part les mobilités actives, douces, telles que le vélo ou la trottinette. Vous le voyez, c'est tendance, c'est bon pour l'environnement, c'est un bon rapport qualité-prix. Et aussi la voiture, mais en covoiturage. C'est-à-dire que là, on va vers une utilisation de la voiture non plus personnelle, mais une voiture plus partagée. Je vais pouvoir partager mon déplacement, donc cela va me coûter moins cher. Et c'est aussi un mode finalement qui va être plus respectueux de l'environnement et qui est relativement tendance aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on a un certain nombre d'aspérités en fonction des modes, en termes d'image des modes, et que le transport public finalement aujourd'hui manque un petit peu d'aspérité. Alors on a demandé finalement aux Français quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de ces transports publics. On a des éléments clés tels que le coût, l'efficacité qui vont être vraiment des basiques attendus et qui vont être cités en premier lieu. L'environnement qui vient juste après. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est de voir également, vous allez voir, nous avons réuni ici sous un même sous-total ce qu'on a appelé le sous-total bien-être. C'est finalement, j'ai aussi, lorsque je prends le transport en commun, des attentes pour avoir du temps pour moi, pouvoir lire, travailler, me distraire pendant le trajet, ou tout simplement ne pas être fatigué, pouvoir me reposer, pouvoir dormir. Donc tous ces éléments, toutes ces attentes vont finalement contribuer à une expérience meilleure du transport public et vont être des éléments très positifs pour favoriser leur utilisation. Alors tout ça pour dire qu'on le voit, même si le transport public aujourd'hui en termes d'aspérité, d'image n'est pas très bien perçu, on a des nouvelles générations qui vont vers de la multimodalité et dans ce contexte-là, le transport public comme la voiture font partie de cet écosystème et sont indispensables. Et donc l'enjeu, ça va être vraiment de pouvoir donner sa place à chacun, transformer le transport public en quelque part un style de vie associé aux autres modes alternatifs, pouvoir passer d'un mode à l'autre plus facilement. Et la voiture doit rester présente au sein de cet écosystème, mais peut-être avec un rôle un petit peu différent, une voiture utilisée peut-être de façon plus partagée et peut-être simplement pour des occasions où elle est absolument indispensable. Alors bien entendu, on l'a vu quand même tout au début, il y a tout l'enjeu de l'accès au mode qui est fondamental et c'est bien entendu la première barrière à lever pour une utilisation plus grande des transports en commun et des autres modes alternatifs ou modes partagés. Alors en conclusion, je voudrais juste rappeler les 4 éléments clés que nous avons vus aujourd'hui. Tout d'abord, la Covid qui a transformé les habitudes de mobilité vers une mobilité peut-être un peu moins subie, un peu moins contrainte et donc plus de mobilité douce, plus de mobilité active, des Français qui marchent beaucoup plus qu'avant. Une génération Z, donc deuxième enseignement, qui est la première génération véritablement multimodale et quelque part qui nous montre le chemin, aller vers une mobilité où on va adapter finalement les modes en fonction de ses besoins et on va pouvoir beaucoup plus interconnecter les modes entre eux. Dans ce contexte-là, encore une fois, la voiture reste fondamentale, indispensable, mais il faut pouvoir favoriser l'accès aux autres modes et la synergie entre les modes pour également favoriser une mobilité plus durable et une voiture qui soit plus partagée et plus verte.
Troisième élément clé, le transport en commun. On l'a vu, les fans de transport en commun, ils voient beaucoup de bénéfices, des transports finalement qui vont avoir des bénéfices de coût, d'usage, de sécurité, de praticité et qui vont pouvoir être plaisants, pouvoir profiter du temps. Donc là, c'est vraiment un enjeu, je dirais, de transformer finalement cette expérience en une expérience un peu plus positive et intégrée avec les autres modes. Et le quatrième enseignement, c'est du coup finalement dans ce contexte-là, c'est vraiment l'enjeu peut-être de transformer tout ça en un style de vie multimodal où le transport en commun va être au cœur, va être interconnecté pour offrir une expérience plus fluide et plus plaisante aux différents consommateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà pour l'intervention de Kantar. Je remercie Isabelle et Kantar pour leurs insights toujours éclairants. Et donc, voici venu le moment de cet entretien avec notre invité Thierry Mallet. Donc, vous êtes PDG du groupe Transdev. Vous êtes aussi l'auteur de Voyage au cœur de la mobilité qui est paru au Cherche Midi, je crois. On va y faire référence justement pendant notre entretien. On est heureux de vous recevoir pour ce sujet qui, comme je le disais, est particulièrement crucial dans le défi de transformation qui s'offre à nous. Je voudrais juste, pour ceux qui nous écoutent, d'abord commencer un peu par parler de Transdev. Est-ce que vous pouvez, on sait que vous êtes opérateur de transport, mais nous donner un peu le détail du champ d'action du groupe Transdev, s'il vous plaît? Bonjour Carolina, et puis en quelques mots, Transdev, c'est avant tout des femmes et des hommes au service des femmes et des hommes. C'est 83 000 collaborateurs qui, dans 18 pays, transportent tous les jours 11 millions de personnes. Alors, il y a des bus, il y a des cars, il y a des métros, il y a des trams, il y a des ferries, il y a également des vélos en location longue durée, il y a du covoiturage. Donc, on est sur tous les ensembles de mobilité partagés un peu partout dans le monde. Notre premier pays, c'est évidemment la France, mais on est également un grand opérateur ferroviaire, notamment en Allemagne. On est le numéro 1 du ferroviaire derrière l'opérateur historique qui est la Deutsche Bahn. Donc c'est un domaine qui nous tient à cœur. Et d'ailleurs, le livre avait pour objet de partager la vision et l'expérience que j'avais eue, mais que nous avons chez Transdev, de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir justement réfléchir ensemble aux meilleures solutions pour répondre aux enjeux de mobilité du quotidien. Donc une variété, effectivement, et déjà une multimodalité, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle tout de suite, parce que finalement, voilà, c'est l'époque commande aussi cette multimodalité. Par rapport à cette intervention de Kantar, qu'est-ce qui vous a frappé, surpris, qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment, alors d'abord pas de surprise, si ce n'est que je n'avais pas découvert que cette génération X+, était plus intéressé par la multimodalité. Je ne l'avais pas forcément capté, mais ce n'est pas complètement étonnant. On voit bien qu'effectivement, cette multimodalité, pour y accéder, il faut du digital, parce qu'on gère des ruptures, on gère des changements et on a besoin de programmer. Et on voit bien que le digital rend un rôle essentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas de multimodalité sans digital. Donc, ça veut dire que c'est assez naturel que les plus digitaux sont aussi ceux qui utilisent plus cette modalité. Et puis, inversement, on a développé des applications pour eux parce que ça correspondait aussi à leur désir de mobilité. Donc, c'est important. Et le constat, il est vraiment le constat partagé que nous avons chez Transdev. Une différence toutefois, quand on fait des analyses, j'ai tendance à ne pas vouloir simplement utiliser les parts modales comme on les présente, mais aussi parler des parts kilométriques. Parce que quand on réfléchit effectivement, pas simplement marche, vélo marche, transport en commun et voiture, non pas simplement en part modale, ou alors ou aller chercher le pain sur 100 mètres, c'est comme faire un trajet de 30 km en voiture. Donc on voit bien que ce n'est pas exactement les mêmes choses. Si on fait ça en part kilométrique, ce qui est la réalité des Français, la voiture, elle bondit à 83%. Et ça, c'est des études qui avaient été faites en 2018, avant le Covid. Il faudra regarder après le Covid, mais on attend que la situation soit stabilisée pour refaire des enquêtes. Mais 83%, les transports publics, eux, ne changent pas, ils restent à 11%. Donc, mais par contre, la marche, elle s'effondre, elle ne représente plus que 3%. Parce qu'on voit bien qu'en marchant, on ne va pas faire des kilomètres. Un trajet, il est fait plutôt 1 kilomètre maximum, et parfois moins. Le vélo, il est plutôt intermédiaire, il faisait 3 kilomètres avant le Covid, c'est avant l'arrivée du vélo électrique, on peut espérer doubler cette distance. Et la voiture, elle reste incroyablement prédominante, 83%. Mais ce n'est pas complètement étonnant parce qu'on a construit effectivement un pays pour la voiture. Et donc, on a vraiment du mal à s'en sortir. Et le fait que beaucoup de gens n'ont pas d'alternative à la voiture est malheureusement une réalité qu'on voit beaucoup sur le terrain.
et que beaucoup de gens n'ont pas d'autre choix. Et la voiture, pour moi, fera forcément partie de la multimodalité, notamment dès ce qu'on va être dans les zones périphériques. L'idée, c'est qu'on puisse l'utiliser moins ou l'utiliser mieux, comme ça a été évoqué en covoiturage. Autre idée importante, qui je trouve importante dans ce que vous avez présenté ou dans ce qui a été présenté par Isabelle, le fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent changer, mais pour autant qu'ils aient une alternative. On l'a d'ailleurs vécu, c'était la crise des Gilets jaunes. Si vous mettez une taxe carbone sur des gens qui n'ont que la voiture comme solution, c'est vécu comme punitif. De la même manière, aujourd'hui, l'augmentation du prix de l'essence n'a pas très, très sensiblement augmenté la fréquentation en semaine. Un peu plus le week-end, puisque du coup, le week-end, on choisit sa destination. Donc, on va plutôt y aller avec des transports publics pour éviter de payer de l'essence le week-end. Mais en semaine, on a à peu près les mêmes courbes de fréquentation, parce que les personnes qui prennent le transport public, qui peuvent le prendre parce que c'est une solution pratique, et d'ailleurs la majorité des Français prennent le transport public parce que c'est pratique, eh bien, le font déjà. Et donc, les autres n'ont pas pu abandonner leur voiture, faute effectivement d'avoir une vraie alternative, à la fois en termes de coûts, de déplacement, qui leur permet de se rendre à leur travail tous les jours. Parce que vous rendez au travail tous les jours, il vous faut quelque chose d'extrêmement fiable, 99% de fiabilité. Et c'est sans doute pour ça que d'ailleurs, à l'inverse, je lisais récemment, les opérateurs de covoiturage, par contre, eux, justement, ont vu, suite à l'augmentation des prix du carburant, leur fréquentation, donc le covoiturage type Blablacar, augmenter parce que, comme vous le dites très bien, si le transport existait, les gens l'auraient déjà pris, tout simplement, sans forcément attendre que l'essence augmente. Oui, et d'ailleurs, il y avait une expérience dans la région de Lyon où on s'aperçoit que sur les autoroutes payantes, il y a 2 à 3 fois plus de covoiturage que sur les autoroutes gratuites. On avait déjà cet effet où on voyait que le péage ou les surcoûts entraînent effectivement un partage de mobilité plus facilement. D'ailleurs, aux États-Unis, le covoiturage, il s'accompagne de voies dédiées qui permettent à ces véhicules d'aller plus vite. Et donc, on voit bien que le covoiturage, il faut aussi inciter les gens à le faire. Alors, c'est vrai que quelque part, le surcoût de l'essence les incite à le faire, l'existence d'un péage les incite à le faire, l'existence de voies dédiées qui vous font gagner du temps, qui sont un péage négatif, on va le dire, donc très très positif, et ça marche très bien. D'ailleurs, aux États-Unis, ça a été le mode de déploiement du covoiturage dans un pays où alors vraiment la voiture individuelle est le symbole de liberté. C'est le premier pays au monde à avoir fait des voies dédiées, et c'est des centaines de kilomètres de voies dédiées, en particulier en Californie, pour pouvoir permettre aux gens de se déplacer plus rapidement s'ils sont plusieurs dans une voiture. Et je crois d'ailleurs qu'à Grenoble, sur la A48, il y a une expérience en ce sens avec une voie dédiée justement pour ceux qui font du covoiturage, effectivement. Et c'est vraiment une voie explorée. C'est-à-dire que si on veut que le covoiturage se développe, il faut aussi aider son déploiement. Ce n'est pas simplement 2 € donnés à la personne qui conduit la voiture, mais c'est également un gain de temps. Parce qu'aujourd'hui, ce que regardent les gens, et on le voit très très bien, c'est l'enjeu du temps. Derrière le côté pratique des transports, il y a le fait que le temps de parcours soit très similaire au temps que je mettrais en voiture. Très similaire, ça veut dire qu'il peut être 1,5 fois le temps qu'on va passer en voiture, à condition en particulier que ce soit confortable. Parce qu'il rentre également le confort, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Si vous passez, au lieu de passer 20 minutes, vous y passez par exemple 30 minutes dans les transports, mais que vous pouvez dormir, que vous pouvez lire, que vous pouvez regarder une série, c'est pas du temps perdu, c'est du temps utile. Vous pouvez même commencer à travailler, et c'est en tout cas un sas qui n'est pas stressant. Alors que la voiture peut être un endroit stressant, c'est dans les embouteillages, ça coûte cher. Et on a de très très belles expériences de solutions périphériques, mais je vous en parlerai tout à l'heure si vous le souhaitez. On montre comment on peut inventer des solutions effectivement de transport public dans des zones peu denses où traditionnellement les solutions classiques ne fonctionnent pas. Tout à fait. Et effectivement, on va les développer un peu plus loin. Là, on est déjà en train d'ouvrir plein de portes. Effectivement, là, j'entends ce que vous dites autour, justement, certainement aussi du changement d'imaginaire autour de la voiture, autour du fait que nous avons organisé toute la société autour de la voiture et de la motorisation, etc. Donc, on va en parler un petit peu plus loin. Je voudrais qu'aussi on fasse justement un rapide état des lieux sur dans ce contexte de crise qui se succède. On sort d'une crise sanitaire, on enclenche sur une crise géopolitique qui a des conséquences très quotidiennes sur la vie des gens, notamment en termes de budget transport. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce contexte pour votre entreprise aussi, d'une part, et puis pour nos comportements de mobilité d'une façon générale? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, d'abord, il y a une hausse du prix de l'énergie. Bon, ça impacte des entreprises comme nous qui sommes effectivement un gros consommateur d'énergie, qu'il s'agisse
beaucoup de diesel, mais de plus en plus de biogaz et puis d'électricité, voire demain d'hydrogène. Donc, on a une augmentation importante de la facture. Donc, une discussion avec les autorités organisatrices qui sont nos clients, qui nous confient la mission de faire du transport public pour voir effectivement comment on se répartit ce surcoût entre nous et eux. Parce que pour nous, ça a un impact important sur nos marges. On avait été beaucoup affectés par la crise Covid, où on avait perdu nos clients. Ils commençaient à revenir. On est d'ailleurs dans des fréquentations plutôt pas mauvaises. On est aujourd'hui en France entre 90 et 95% de fréquentation, ce qui est plutôt très positif. Et là, on a effectivement ces surcoûts énergétiques qui viennent impacter notre marge, et c'est important dans un métier à marge faible qu'on trouve des bonnes solutions avec les collectivités locales. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont malheureusement pas le choix en matière de mobilité, parce que plus de 50% des kilomètres qu'on parcourt, c'est pour aller travailler et c'est pour les études. Donc, c'est vraiment... Et alors, si on rajoute les courses et des motifs quasiment obligatoires, on est facilement à 70%. Donc, les gens sont vraiment, ont peu de marge de manœuvre en termes de mobilité. Et aujourd'hui, ce coût de l'augmentation de prix de l'énergie est un vrai drain sur le pouvoir d'achat. Et je veux revenir à une idée de solution de mobilité, mais qui illustre bien ce que ça représente. On avait lancé une ligne de car express entre la ville de Créon et la métropole de Bordeaux juste avant 2019, une ligne qui avait été lancée à la fois avec la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux. Et dès le début, on a eu près de 1000 personnes par jour, alors que ce car qui était effectivement confortable, avec des prises Wi-Fi, avec effectivement des prises pour pouvoir recharger son téléphone, eh bien, elle a été pleine avec 1000 personnes par jour. Pourquoi ? Parce que les personnes qui prenaient ce car ne gagnaient pas forcément de temps. Ils gagnaient de temps, mais ils avaient du temps plus confortable, et ils économisaient 200 € par mois d'essence. Et ceci avant la crise. Et on voit bien que là, il y a un transfert quasi immédiat. Dès qu'il y a une offre de service de qualité, les gens y vont. Parce que de toute façon, le transport public, c'est en moyenne 7 fois moins cher que la voiture. Donc, ce n'est pas un enjeu économique aujourd'hui. Ce n'est pas le coût du transport public qui est le frein. C'est une offre de qualité qui est une vraie alternative à ma voiture. Et dans le cas, par exemple, de la ligne de Créon, beaucoup de gens vont prendre leur voiture pour se garer le long des parkings qu'il y a le long de ce parcours, pour pouvoir laisser leur voiture. Et au lieu de faire 30-40 km en voiture, eh bien, ils vont en faire à peine 5-10. Et donc ça fait effectivement beaucoup de bien à leur portefeuille. Et s'ils ne sont pas très très loin de chez eux, eh bien, au lieu d'avoir 2 voitures, on peut en avoir une, parce que 10 minutes à Créon, 10 km à Créon, on le fait en 10 minutes. On n'est pas dans des zones très très denses. Et deuxième effet, c'est que si vous faites 5 km à peine, ça, vous pourrez le faire en vélo demain. Parce que 5 km avec un vélo électrique, ce n'est pas un problème. Mais vous ne ferez jamais 50 km avec un vélo électrique. Donc la question de l'alternative qui est vraiment au centre des débats. Moi, quand j'ai travaillé sur ce dossier, il y a vraiment quelque chose où je me disais c'est vraiment le nerf de cette transformation, c'est la façon dont on arrive justement à faire converger des enjeux qui a priori divergent, qui sont les enjeux écologiques, les enjeux économiques et sociaux des mobilités. Il y a peu de temps, j'interviewais Céline Guivarch, qui est une économiste du climat, qui est une des co-autrices du 6e rapport du GIEC, donc le dernier volet qui est sorti récemment, qui est consacré aux stratégies d'atténuation, et qui me disait d'une part, voilà, il n'y a aucun doute sur l'origine humaine du réchauffement climatique, donc c'est vraiment issu de notre activité humaine, et que d'autre part, si on veut stabiliser cette situation, il va vraiment en falloir passer par une transformation radicale de nos systèmes, de nos grands systèmes, donc l'énergie, l'industrie et bien sûr les transports. Et dans votre livre, justement, j'ai été frappée, cette lutte, vous la qualifiez de course de fond. En fait, et je voulais savoir, alors déjà d'une part, pour que nos auditeurs comprennent bien l'enjeu dont on parle, les mobilités du quotidien, ça représente quoi dans cette question du réchauffement climatique? Alors, les transports en général en France, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Il y en a la moitié pour les marchandises, la moitié pour les déplacements de personnes. La moitié pour les marchandises, je la mets de côté, on va s'occuper des déplacements de personnes. Aujourd'hui, c'est la grande majorité de la voiture. Et ça se sépare en 3 grands blocs. C'est à peu près 16%, c'est la voiture. Il y a à peu près 30%, c'est les déplacements longue distance. 10%, c'est les zones rurales. Et 60% restant, c'est les aires urbaines. C'est justement ce déplacement de milieu de travail en périphérie. Donc, c'est pour donner une cartographie. En France, la moyenne du trajet domicile-travail, aller-retour, est de 34 km.
Certains ne font que 5 ou 10 km, et puis il y en a beaucoup qui font 50, 60, 70 km. Et on a eu un effet extrêmement fort de métropolisation, c'est-à-dire qu'autour de certaines grandes villes, que ce soit Rennes, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lyon ou Lille, on voit bien que la zone d'emploi, elle est à 50 km de la ville, avec beaucoup de foyers modestes qui ne peuvent plus habiter dans la partie centre, dont les coûts ont beaucoup augmenté et qui se sont retrouvés vers l'extérieur. Et c'est beaucoup d'emplois, d'ailleurs, pas télétravaillables, c'est les emplois de ce qu'on appelle le care, tous ces métiers de service où il faut être là physiquement. Et ces gens en périphérie, n'habitant plus dans la métropole, se sont retrouvés sans aucun service, simplement la voiture comme alternative. Parce que la plupart du temps, les autorités organisatrices s'occuper de la partie centrale, dans laquelle, là, il y a d'ailleurs un très très bonne utilisation des transports publics, avec une très belle offre, mais dès que vous sortez du territoire de la métropole, eh bien, vous n'avez plus d'offres. Il y a parfois du train, mais aujourd'hui, on sait bien que les trains régionaux ne sont pas à la hauteur des enjeux, et donc, vraiment la nécessité d'amener des solutions qui vont permettre, en périphérie, d'avoir plus de part modale ou plus de transferts vers les transports publics. Si je prends la comparaison avec l'Allemagne, qui est un pays dans lequel on est très très actif, il y a 3 fois plus de transports, en périphérie. C'est une enquête de l'autorité de la qualité de service dans les transports, qui est une autorité qui dépend du gouvernement des transports en France, qui avait réalisé une enquête en 2018 qui montrait qu'il y avait 3 fois plus d'offres. Et le constat, c'est que si la part kilométrique des transports publics en France, elle n'est que de 11%, en Allemagne, elle est de 19%. Donc on voit déjà quasiment, pas tout à fait le double, mais presque, parce qu'il y a plus d'offres en périphérie. Et donc, pour moi, c'est une course de fond parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Il faut qu'on s'assure que toute cette transition, elle soit inclusive. C'est-à-dire qu'on voit bien que la voiture électrique est un élément de solution. Ça sera forcément une partie de la solution, mais ça ne peut pas être la solution. La voiture électrique, elle est chère, pas accessible à tout le monde. La plupart des foyers modestes, ils achètent plutôt des voitures d'occasion que des voitures neuves. Et il faut s'assurer qu'au moment où on va mettre des taxes carbone, au moment où on va créer des zones à faible émission, on n'est pas en train d'exclure une partie de la population du mouvement. Sinon, on va créer une rupture et on n'ira pas au bout du chemin. C'est un chemin difficile, c'est un chemin long. C'est pour ça que je dis que c'est une course de fond. Donc il faut choisir les bonnes solutions, s'assurer que tout le monde est à bord et qu'on ne fait pas juste une solution pour les urbains qui, eux, peuvent se débrouiller et qu'on oublie toute la périphérie parce que l'enjeu, il est là. Les 60% d'émissions, c'est les gens de la périphérie qui le font. Les urbains, ils ont déjà plein de solutions. Ils ont les trottinettes électriques, il y a les vélos électriques en libre-service, il y a le métro, il y a les bus, donc ils n'ont pas de problème. Et aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de rajouter de l'offre dans ce centre, mais la périphérie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde ces centres urbains, simplement, il y a une voiture sur 3 qui se déplace au sein du centre urbain. C'est quelqu'un qui va faire ses courses, qui a besoin de sa voiture parce qu'il transporte quelqu'un ou qu'il a des difficultés à se déplacer. Et les 2 autres, c'est des voitures qui viennent de la périphérie et qui, n'ayant pas trouvé de solution au départ, ont continué tout le trajet jusqu'au bout. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'on les exclue parce qu'ils n'ont pas d'alternative aujourd'hui. Et donc, il est vraiment important d'avoir une vision globale qui permette d'embarquer tout le monde. La mission du transport public, c'est clairement à la fois un enjeu de cohésion sociale pour permettre à tous de se déplacer. Aujourd'hui, 25% des Français ont dû refuser un emploi ou une formation parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. C'est énorme en termes d'impact. Ça veut dire qu'on exclut quelque part par la mobilité un quart de la population. Donc, on a un vrai enjeu de s'assurer qu'il y a cet enjeu de cohésion sociale, il y a un enjeu de pouvoir d'achat. Les transports publics, c'est toujours moins cher. Il y a une contribution effectivement de la collectivité locale et souvent des employeurs. On a à peu près, dans le modèle des transports publics, 3 tiers. Il y a un tiers payé par l'employeur, un tiers payé par l'utilisateur et un tiers payé par la collectivité locale. C'est à peu près le modèle qu'on a partout en France. Donc, par nature, ça coûte moins cher. Et puis, il y a un enjeu aussi d'attractivité des territoires parce que le transport public, ça permet de se passer de sa voiture, d'éviter les embouteillages et de faire un choix. Autrefois, la voiture était vraiment le symbole de liberté. C'est les années 50, on va avoir sa voiture, ça permet de partir en vacances. C'est l'homme augmenté par la voiture, puisque du coup, ça permet plus d'expérience. Et aujourd'hui, on voit bien que ça reste un élément de liberté sur beaucoup de territoires. Sans ça, on est prisonnier de sa maison. Mais c'est devenu pour beaucoup de gens aussi une prison, parce que ça coûte cher, ils n'ont pas d'alternative. La voiture peut être encore un symbole de liberté, pour autant qu'on puisse s'en passer. Et aujourd'hui, la vraie liberté, c'est de pouvoir abandonner sa voiture ou s'en passer, au moins faire moins de kilomètres que ce qu'on a à faire. Tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de déplacements subis contre des déplacements choisis. L'idée, c'est d'avoir plus de déplacements choisis, et en tout cas des modes de déplacement choisis. Alors, c'est forcément justement, une course de longue haleine parce que ça mettra du temps à mettre en place. Alors, il y a un autre enjeu derrière, mais je continue, pardonnez-moi. Il y a un autre enjeu, c'est que tout ça est le résultat d'un urbanisme, d'un monde qu'on a fait pour la voiture. Et aujourd'hui, on a aussi un enjeu, une grande priorité, c'est de modifier l'urbanisme, parce qu'à court terme, on ne modifiera pas les distances.
Les gens, ils ont encore besoin d'aller travailler. Leur travail est à la même distance, l'endroit où ils habitent est à la même distance. Et la ville du quart d'heure, on ne va pas la faire demain. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer un urbanisme différent qui va permettre de réduire les besoins de mobilité. Mais là, si on démarre maintenant, ben ça sera effectif dans 20 ans. Mais il faut démarrer maintenant pour que ça marche dans 20 ans. Pour moi, ça, c'est essentiel. Et entre-temps, offrir des alternatives à la voiture sur tous les territoires dans la mesure du possible. Alors, justement, alors j'en profite pour m'excuser parce que visiblement, il y a des gens qui ont décidé de casser notre immeuble. Donc, c'est pour ça que je coupe mon micro. Mais comme ça, vous pouvez beaucoup nous parler des mobilités, mais je m'excuse du bruit. Déjà, d'une part. Et effectivement, vous dites dans votre livre que la voiture est devenue un piège. Et finalement, Marie Chéron, que j'ai interviewée aussi pour ce dossier, Marie Chéron, qui est responsable mobilité à la FNH, que j'ai interviewé à l'occasion de la sortie du baromètre précarité mobilité, j'incite à tous ceux qui s'intéressent à cette question à aller consulter, parce que justement on voit bien ce que vous évoquez justement sur le droit à l'emploi, le droit à la mobilité. On voit bien à quel point toutes ces questions sont vraiment très intriquées et qu'on est vraiment sur des sujets fondamentaux d'organisation de la société et de la vie des gens. Elle me disait, c'est un idéal qui s'est largement retourné contre la population. C'est un idéal de liberté qu'on nous a vendu avec tout cet imaginaire autour du véhicule. Donc voilà, vous avez déjà commencé à répondre à ces questions, comment on réduit notre dépendance à la voiture, mais de ce que j'entends de toute façon, la voiture sera toujours là, mais certainement sous des formes différentes. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir sur la fin de la vente des moteurs thermiques qui a été voté il y a 2 jours par le Parlement européen dans le cadre du paquet climat. Il y a justement du côté des industriels, on s'insurge en disant ça va faire beaucoup de mal à la filière, à l'emploi. Voilà. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pensez de cette date de 2035 pour la fin du véhicule thermique? Elle est tenable? Elle est On est face à un enjeu qui n'est pas simplement un changement climatique, mais qui est devenu un vrai bouleversement climatique. On le vit d'ailleurs tous les jours. Donc aujourd'hui, il faut prendre des mesures courageuses et de manière globale, parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière locale. Si tout le monde ne fait pas un effort, on n'y arrivera pas. C'est à la fois aux entreprises d'accompagner en essayant de trouver les meilleures solutions. C'est vrai que la voiture électrique est un produit cher. Il faut surtout s'assurer, il y a effectivement le souci de l'emploi et de l'industrie automobile, mais il y a aussi l'enjeu de la mobilité des citoyens pour s'assurer qu'ils continuent d'être mobiles. D'ailleurs, un véhicule aujourd'hui thermique qui est mis sur le marché aujourd'hui sera encore là dans 15 ans, peut-être même dans 20 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas totalement disparaître. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'assurer, et c'est la bonne démarche que lance le gouvernement avec la planification, qu'on ait une vue d'ensemble des différentes briques. Parce qu'effectivement, après, il faut regarder que ce qu'on fait est bien faisable. Je ne sais pas répondre sur la fin de la voiture thermique en 2035. En tout cas, c'est un bon objectif. Ça force tout le monde à s'organiser. Ça donne un repère et on avance. Après, on va regarder, s'il faut le décaler de 2 ans, on le décalera de 2 ans. Si on peut l'avancer de 2 ans, on l'avancera de 2 ans. Mais la priorité, c'est effectivement de ne pas simplement s'accrocher à l'idée que ça doit disparaître, mais qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire comme impact, comment les gens se déplacent, comment on accompagne les filières pour qu'elles puissent produire les véhicules, parce qu'il faut maintenir de l'emploi, il faut maintenir le développement économique. Il ne faut pas à un moment donné qu'on casse la machine, parce que si on casse la machine, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de ne pas terminer notre route. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une partie de la population qui se révolte, et on a des leaders d'opinion qui vont vous dire le changement climatique, ce n'est pas une réalité, les autres ne le font pas, il faut tout arrêter, il faut rouler à l'essence, ça coûte pas cher, et on fera un grand bond en arrière. Donc ce chemin, il est très collectif, mais pour ne pas abandonner des personnes en route, il faut qu'elles soient inclusives. Et cette inclusivité est la condition de son succès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire ralentissez, nous sommes pressés. Il faut s'assurer qu'on fait les bons choix, que les choix sont durables dans le temps. On lance des idées, puis après, c'est tout le travail de planification écologique, de s'assurer qu'on va y arriver et qu'on adapte en temps réel pour s'assurer qu'on ne sorte pas de la route. Parce qu'on est dans un bateau qui va durer 30-40 ans, puisqu'il faut aller jusqu'en 2050, jusqu'à la neutralité carbone. Et il y aura plein d'autres enjeux devant nous. Oui, mais justement, Céline Guivarch me disait ça, c'est qu'on est devant des décennies de transformation devant nous, mais que cette décennie-ci, celle-ci, où on est, elle est critique pour justement amorcer ces transformations. Et dans ce que vous dites, j'entends effectivement, finalement, ces dates, ce 2035 pour la fin de la vente des véhicules thermiques, 2050 pour la neutralité carbone, elles doivent nous servir de jalon pour organiser
justement ces transformations radicales via des outils comme la planification, par exemple. Si je peux me permettre, il y a un deuxième enjeu qui est très important, c'est qu'on raisonne beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs quand on parle de neutralité carbone, quand on parle de réduction des émissions, on parle d'émissions. Et il ne faut pas simplement parler aux émissions, il faut aussi parler d'empreinte. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, ça a une empreinte. On a consommé effectivement du carbone pour pouvoir le produire. Et donc ça, il faut bien s'assurer aussi que quand on fait des solutions, l'investissement, il est bien compensé par la réduction des émissions. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait de manière systématique dans les analyses. Aujourd'hui, tous les objectifs fixés par l'Europe sont en émissions, en disant si tout le monde regarde ses émissions, à la fin, ça va bien se passer, à condition qu'on ne délocalise pas nos émissions dans d'autres pays ailleurs. En France, on a eu tendance d'ailleurs à voir nos émissions baisser, mais pas forcément notre empreinte. On a délocalisé. Et quand on va réfléchir en empreinte, d'abord, on va avoir une mesure plus efficace et plus globale de notre impact réel. Parce que notre impact, ce n'est pas que les émissions, mais c'est également les émissions qu'on provoque chez les autres en achetant leurs produits. C'est le premier point. Et deuxième point, en réfléchissant en empreinte, on refait venir l'industrie chez nous, parce qu'on peut se permettre d'augmenter nos émissions en réduisant notre empreinte. Et ça fait revenir de l'activité chez nous. Sinon, on peut avoir une tendance à dire les autres font, et puis nous, on ne fait plus rien, et on n'émet plus rien. Et on paraît vertueux sans l'être. Et donc, je pense qu'on a besoin aussi de s'assurer qu'on a les bons critères pour avancer en termes de réflexion sur les solutions. Effectivement, pour ceux qui nous écoutent, la question de l'indicateur qui est super important sur cette question, donc l'empreinte carbone versus ce qu'on appelle l'inventaire national, donc l'inventaire national qui prend en compte juste finalement cette dimension géographique, et on peut se dire qu'on est effectivement très vertueux quand on ne prend pas en compte l'empreinte, et justement c'est d'ailleurs un des sujets de la réindustrialisation et de la reconquête de l'appareil productif, comme l'appelle le Haut-Commissariat au plan, justement, de prendre en compte ce qui est produit à l'extérieur et que nous faisons venir chez nous, sachant qu'en plus, si on relocalise, en général, on produit avec des méthodes qui sont plus vertueuses et moins émettrices. Donc, c'est en général un cercle plutôt vertueux si on veut bien se donner la peine d'aller vers cette transformation. Dans votre livre, alors, que j'explique votre livre, il y a aussi des entretiens qui ponctuent le cheminement, et il y en a un que j'ai trouvé particulièrement éclairant avec Hervé Lebras, qui nous dit que justement la crise des gilets jaunes, c'est pas tant une histoire de périphérie versus centre que de diagonale du vide. Diagonale du vide avec justement cette faible densité et aussi cette distance au service du quotidien. Et on parle même d'un pacte tacite avec l'État qui a été rompu. Je trouve que cette idée, elle est particulièrement puissante et elle peut plonger dans des abîmes de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et comment on peut renouer ce pacte? Comment on s'y prend pour renouer ce pacte? Alors, ce pacte, on ne peut pas le renouer parce qu'il a été brisé. C'était le pacte. J'habite dans une maison individuelle, j'habite à la campagne, j'ai une voiture diesel qui me coûte pas cher et qui me permet de me déplacer. On a décidé que, effectivement, dans ces zones, plutôt, effectivement, cette diagonale du vide, on a arrêté de mettre des services. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, c'est-à-dire que les gens dans ces zones-là font probablement beaucoup plus de kilomètres que les autres pour aller au service, pour aller travailler, donc ils sont beaucoup plus sensibles au prix de l'énergie. Et quelque part, on leur a dit, votre voiture diesel, d'abord, c'est pas vertueux. D'ailleurs, le prix du diesel, on va le mettre au prix de l'essence, parce que l'impact, il faut se rappeler, c'est pas simplement la taxe carbone, mais c'est le fait que dans le même temps, on a réajusté le prix de l'essence et le prix du diesel pour le mettre au même prix que l'essence. Et donc, ça a déjà créé une première augmentation du coût pour ces gens. Et on leur a dit, en plus, dans cette zone-là, on arrête d'avoir des services puisqu'il n'y a plus suffisamment de population, il y a moins de densité. Donc, quelque part, c'est une rupture du pacte qui a été passé avec ces personnes-là. Ce pacte, on ne va pas rétablir le même, on ne va pas leur dire c'est très bien. Donc, il faut réinventer à la fois d'autres services, comment on fait des services pour que les gens n'aient pas forcément à se déplacer de la même manière. Le digital peut être un élément de réponse, tout ce qu'on peut faire à distance, tout ce qu'on peut faire au niveau local. On peut aussi faire des hubs de services, des maisons de services, ce à quoi d'ailleurs s'emploie l'État, en disant on peut faire plein d'endroits
On peut imaginer par exemple que vous n'êtes pas obligé de faire 30 km pour consulter un médecin. Vous pouvez peut-être aller à la mairie où il y a une cabine de consultation d'une infirmière qui vous permet de faire votre diagnostic. Si vous avez besoin de choses de plus compliquées, vous allez plus loin. On voit bien que le mélange du digital et de la voiture, mais du coup vous faites moins de kilomètres, peut être une solution avec des nouvelles solutions. Et il y a effectivement l'enjeu de les accompagner dans la mobilité en essayant de trouver d'autres solutions, de les aider à accéder éventuellement à une mobilité électrique pas chère. Le gouvernement... c'est probablement le cœur de cible de la fameuse voiture électrique à 100 € par mois, parce que là, ça sera très difficile de faire du transport public dans ces zones très, très peu denses. Ça sera très, très peu efficace. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ce type de population auquel on peut trouver une alternative, parce qu'effectivement, le modèle dans lequel ils étaient, qui était le modèle qui était promu par la France, le modèle du tout-voiture, le modèle de la maison individuelle, le modèle de la voiture diesel, il a été totalement remis en cause par les changements ces dernières années. Et d'ailleurs, ça a commencé avec l'Euro 6. Le premier choc, c'est l'Euro 6, en disant ces voitures, finalement, elles polluent, elles ne sont pas positives, c'est négatif. Et on voit bien toutes les conséquences derrière. Donc, ce que je comprends, effectivement, c'est finalement, plutôt que de renouer un pacte, en créer un nouveau, en explorant de nouveaux modèles. Il y aura plein de pactes à réinventer, parce que dans cette transition, on aura plein de cas comme ça. Il y a plein de choses qu'on avait comme concept avant qu'on doit remettre en cause. Et chaque fois, il est important de réinventer le pacte avec les différentes populations qui vont être impactées par les changements qu'on va faire. Et d'où l'importance des entreprises pour pouvoir amener des solutions. Parce que le pacte, il est rompu quand, par rapport à l'ancien schéma, on n'a pas de solution alternative parce qu'on est piégé. Et il faut éviter que les gens soient prisonniers. Donc, c'est-à-dire que si effectivement on n'a plus de voiture diesel, demain, il faudra une voiture électrique à un prix acceptable. Alors, le gouvernement prend le relais, mais je ne doute pas que le prix des voitures électriques va aussi diminuer de manière forte. Quand je regarde le coût des batteries, ça a diminué de 85% en 10 ans quand je vois les batteries de mes bus. Donc, c'est déjà en train de progresser. Et je ne doute pas que la voiture électrique, dans 5-10 ans, va être au prix d'une voiture classique. Oui, on va avoir les effets du passage à l'échelle, en fait. Voilà, et puis il y a de la technologie, puis il y a de la recherche. Alors ça ne résout pas tout, parce qu'il faut aussi des changements de comportement, il faut aussi un urbanisme différent qui permettra de faire plus de densité. Et la densité, ça ne veut pas dire Paris, mais une logique de vie en zone polycentrique, où j'habite dans un village dans lequel j'ai presque tous les services. C'est-à-dire que mon déplacement long, ça reste encore le déplacement pour aller au travail, parce que ramener le travail, ce n'est pas forcément aussi facile. Il y a le télétravail qui me permettra éventuellement de ne pas me déplacer tous les jours, pour autant que j'ai un emploi télétravaillable, parce que tous les emplois ne le sont pas, et beaucoup d'emplois sont des emplois de service, et il faut être sur place. Dans le livre, vous tordez aussi le cou à certaines idées reçues, ou en tout cas vous dites, non, moi je pense pas que la solution ça soit ça. Et par exemple, on peut dire la ville du quart d'heure. Donc ce concept qui a été très à la mode, ou en tout cas on en parlait beaucoup. Pourquoi vous estimez que la ville du quart d'heure, c'est pas une si bonne idée, ou ça ne fait pas sens en tout cas? Alors, la ville du quart d'heure, d'abord, il faudrait se mettre d'accord, c'est quoi le quart d'heure? Parce que si vous êtes à la campagne, la quart d'heure, c'est 15 km en voiture. Donc, on voit bien qu'on peut avoir des visions différentes. L'enjeu, c'est effectivement, pour moi, d'avoir à proximité de chez soi, en vélo ou à pied, un minimum de services. C'est le médecin, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est l'alimentation. Et puis après, vous pouvez avoir forcément plus loin l'université, le travail et l'hôpital. Parce que ça, ils ne peuvent pas forcément être dans chaque village ou dans chaque ville. Donc, on voit bien effectivement qu'on a probablement deux dimensions. Et d'ailleurs, une ville comme Singapour, qui est une ville-État, qui est plutôt ambitieuse en matière de mobilité, parce qu'il n'y a qu'une voiture pour 10 personnes. Là-bas, la règle, c'est les transports partagés, les transports publics. Eh bien, eux-mêmes, comme ambition, ils ont la ville des 20 minutes pour tous les services de proximité et la ville des 40 minutes pour aller travailler. Donc, on voit bien qu'un univers dans lequel l'urbanisme est déjà totalement maîtrisé. Donc, avant qu'on transforme en France en ville du quart d'heure, c'est une illusion. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va changer tout. Il faut par contre, effectivement, trouver le moyen de reconstruire une ville dans laquelle il y a un minimum de services de proximité. Ça, j'y crois beaucoup, pour qu'on puisse y aller en vélo, qu'on se déplace facilement, et que le reste, on puisse, en vélo ou à pied, ou alors en 5 minutes en voiture, et que le reste, on puisse facilement le faire avec... on ira pour le déplacement de travail, domicile-travail, on fera toujours plus de kilomètres. La moyenne est à 34 km. J'ai peur qu'elle ne se réduise pas. On va entamer la troisième partie, et
Comme je le savais, je suis déjà en retard. On a encore 6, 7 minutes, 8 minutes, peut-être en fonction de votre agenda. Thierry, je voulais qu'on parle sur cette troisième partie de l'apport de l'innovation et des technologies dans cette course de fond pour décarboner les mobilités du quotidien et aussi, justement, aussi les rendre plus fluides, plus agréables. Donc, la première question, de façon assez générale, en quoi cette révolution justement, elle nous aide. Vous avez déjà parlé du fait que finalement, le numérique aide à mettre de l'huile dans les rouages de la multimodalité, si je puis me permettre cette image fort à propos. Il y a deux exemples très simples. Si on veut voir l'impact du digital, et je mets de côté parce que toute la technologie, il y a évidemment les véhicules électriques, les véhicules hydrogène. Mais si on regarde dans la vie on va en parler après. Le digital, déjà le digital, ça a deux conséquences. Le premier, c'est la révolution du transport à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en reprenant la même chose que ce qu'a fait Uber, eh bien, les services de transport public arrivent à étendre leur offre, faire des offres de nuit avec du transport à la demande, avec des applications dans lesquelles vous vous enregistrez, il y a un véhicule qui vient vous chercher et on vous dépose chez vous. Et donc, ce type de service, effectivement, il s'est développé un peu partout. Et ça, c'est vraiment l'arrivée du digital qui permet une interaction en temps réel et des routes de véhicules qui se déforment. C'est par exemple sur la ville du Havre, pour la desserte du port du Havre, on a des trajets de bus dont le trajet final va dépendre des gens à bord du bus et également des gens sur la zone, sur les zones aéroportuaires qui désirent pouvoir entrer chez eux et prendre le bus. Et effectivement, du coup, on ne s'arrête pas devant chaque entreprise, parce que le port du Havre fait à peu près la taille de Paris, mais on s'arrête à peu près à 100 ou 200 mètres de chaque entreprise sur des destinations prédéfinies, mais on ne parcourt pas tout le port, on parcourt une partie du port, et du coup, on gagne du temps de parcours, on amène les gens beaucoup plus près de leurs entreprises, et on a triplé la fréquentation depuis qu'on a mis en place du transport à la demande sur le trajet final. Ça, c'est typiquement l'arrivée, effectivement, du digital. L'autre solution, ce sont les plateformes de mobilité sur lesquelles, sur une seule plateforme de mobilité, vous allez trouver l'ensemble des solutions. Vous allez trouver du transport public, du métro, les parkings, les vélos en libre-service. Vous allez trouver également le train et même les taxis. C'est ce qu'on a lancé à Saint-Étienne, avec la ville de Saint-Étienne, avec Movizy, qui est une application qui vous permet d'accéder à l'ensemble de l'offre de services et qui fait jeu égal localement avec du Waze ou du Google, parce qu'elle est connue par tout le monde et c'est une application de mobilité du quotidien. Et ça aussi, c'est un bouleversement et ça répond bien aux attentes des personnes qui se disent « Tiens, je l'utilise, je m'aperçois que mon trajet, je le fais en un quart d'heure à pied, en 10 minutes en vélo ou en transport public, je vais le faire à pied. » Et donc, ce sont des choses qui vous permettent vraiment de choisir votre mobilité et vous allez utiliser tous les jours et même faire des choses différentes parce qu'il pleut, parce qu'il ne pleut pas, parce que je suis pressé, parce que je ne suis pas pressé. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser partout et très porté par les collectivités locales. Et je crois d'ailleurs beaucoup, nous croyons beaucoup chez Transdev, et je crois personnellement beaucoup, à des solutions comme celle de Saint-Étienne. Pourquoi on a réussi à fédérer tant de systèmes autour de cette application? C'est parce que les données appartiennent à la collectivité locale, c'est l'application de la collectivité locale, et tout est en transparence avec chaque opérateur. Transdev récupère les données de ses bus et de ses trams, les sociétés de parking récupèrent les utilisateurs de ces parkings, et donc chacun, il n'y a pas effectivement une espèce d'intermédiation par cette plateforme. Au contraire, c'est une plateforme qui nous permet d'être tous plus visibles, et les taxis ont même réclamé être dessus. Vous m'offrez la transition rêvée pour cette question, parce que c'est une question qu'on aborde plutôt rarement, parce que justement, quelque part, on est un peu en back-office sur ces sujets-là, mais en même temps, c'est essentiel. C'est la question de la data, parce que quand il y a du numérique, il y a forcément de la data, de la condition d'utilisation de ces données, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service. Donc, Movizy, par exemple, est une application de MaaS. Comment on fait justement pour s'assurer que la création de valeur, elle soit pas accaparée par les géants du numérique, par les plateformes, etc. Là, vous parlez aussi du rôle des collectivités dans la gouvernance de la mobilité, qui, je pense, avec la LOM, justement, donc la nouvelle loi d'orientation des mobilités, pose un peu le sujet, justement, de cette compétence mobilité à un échelon territorial qui est crucial. Voilà, comment... Pour moi, l'accès à cette donnée, alors c'est vrai qu'une plateforme comme Movizy, par nature, ça va générer beaucoup d'informations, beaucoup de données sur les déplacements et qui peuvent être utilisées par la collectivité locale. Donc, Movizy, la donnée, elle appartient à la collectivité locale. Et chaque opérateur va récupérer les données concernant ses utilisateurs, ses clients.
Donc ça veut dire que chacun peut optimiser ses services et la collectivité locale elle a une vision globale de l'ensemble des besoins de mobilité sur le territoire. Et donc, avec les opérateurs ou avec les différents acteurs du territoire, elle peut décider de ce qu'elle va répondre, alors qu'aujourd'hui, très souvent, on n'a pas du tout de vision sur ce qui existe, ce qui est disponible et comment fonctionner. Et ça, c'est une bonne alternative. La LOM, elle prévoit aussi que les gens qui récupèrent des données de la mobilité les ouvrent aux collectivités locales. Donc on va voir, ça c'est un volet de la LOM qui reste à se mettre en place, mais effectivement, il est prévu que les opérateurs comme Waze, comme Google, même les opérateurs téléphones, puissent mettre à disposition leurs données sur des déplacements auprès des collectivités locales. Et ça sera également une source de données pour les collectivités locales. Et je crois beaucoup à l'idée de data hub public, dans lequel la donnée est publique. Après, on va l'anonymiser, c'est-à-dire qu'on va supprimer le nom pour s'assurer qu'elle soit réutilisable, pour que les gens puissent l'utiliser pour inventer la mobilité. Aujourd'hui, on est parfois très démunis pour bien comprendre comment les gens se déplacent, quels sont leurs enjeux et inventer des nouveaux services. Ça, c'est un élément très, très important que c'est vraiment une donnée de base si on veut vraiment progresser rapidement. Et ma dernière question, effectivement, et d'ailleurs c'est une question qui est aussi remontée sur le chat parce que l'innovation, ça n'est pas que le numérique. L'innovation, ça peut être aussi justement l'hydrogène, les nouvelles batteries, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Et puis peut-être même aussi parler de ce qu'on appelle le low-tech et puis le circulaire, le rétrofit des équipements. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment ça se déploie? Alors, ça se déploie très vite, ça s'accélère. Hein. Quand j'étais Transdev en 2015, on avait 25 bus électriques. Cette année, aujourd'hui, on exploite 1800 bus électriques dans le monde. Hein. Et la dernière grande opération qu'on a fait, ça a été le lancement de 400 bus électriques sur la ville de Bogota en Colombie. Pour dire que ça se passe partout, ce n'est pas justement un phénomène européen, c'est aussi un phénomène mondial. Donc, on voit qu'il y a une accélération. Dans le domaine de l'hydrogène, on est plutôt là où on était effectivement en 2015, puisqu'on a une cinquantaine de bus hydrogène qui commencent à parcourir. Là, la technologie continue de se mettre au point, à la fois au niveau de l'hydrolyse de l'eau qui permet d'avoir de l'hydrogène renouvelable, au niveau des piles à combustible, du fonctionnement de ces véhicules. Là, aujourd'hui, ça reste une solution chère, mais il faut justement commencer à investir pour innover, pour atteindre la taille critique et avoir des solutions compétitives demain. Et c'est un domaine dans lequel plus facilement qu'avec les batteries, on peut faire du rétrofit. Parce que une batterie, ça pèse très très lourd. Donc un châssis de voiture peut pas recevoir, ou un châssis de bus peut pas recevoir une grosse batterie s'il n'a pas été conçu pour la recevoir. Par contre, un car peut recevoir un moteur hydrogène parce que c'est à peu près le même poids qu'un moteur normal. Et du coup, on va lancer bientôt à Rouen, du moins en Normandie, le premier car rétrofité, qui est un car qu'on a transformé de diesel à l'hydrogène et qui va rouler effectivement de manière régulière sur des routes en Normandie. Donc on est à la fois en train de rejoindre les enjeux de technologie et de recyclage, parce que ces bus, ils peuvent continuer de rouler des milliers de kilomètres, leur moteur n'est pas tout à fait acceptable, et l'hydrogène est une bonne solution pour pouvoir les rétrofiter. Il est déjà 14h31, Thierry. Cette discussion, je vous avais prévenu, elle est passionnante. Le sujet des mobilités, il est vraiment passionnant. On aurait pu aussi notamment parler des enjeux sur la santé publique, à décarboner les mobilités, justement. Il y a tellement de ramifications dans ce sujet des mobilités. Vraiment, je vous remercie de votre temps. Je remercie ceux qui se sont connectés. Je conseille vivement votre livre qui, justement, voilà, comme je vous disais, c'est un sujet que je trouve passionnant. Donc, forcément, ça m'a vraiment intéressée, avec plein d'exemples aussi à l'international. On a à peine effleuré parce que le temps nous manque, mais c'est vraiment un tour d'horizon très complet. Je ne sais pas si vous voulez le mot de la fin pour vous, Thierry, et pour le groupe Transdev. Il faut que tous collectivement, pour pouvoir changer, on ait plus d'offres. Et donc, je dirais, l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir dialoguer avec les collectivités locales, avec les régions, avec les métropoles, pour réfléchir à comment, ensemble, on arrive à lancer plus d'offres en périphérie, pour que de plus en plus de Français aient une alternative à leur voiture. Un objectif serait en 2030 de réduire la part kilométrique de la voiture de 83 à 60%. Ça serait déjà un très, très bon pas en avant. Et puis, la voiture électrique aidera à faire le reste.
Très bien. Pour ceux qui nous le demandent, effectivement, un replay sera disponible en fin d'après-midi, si tout va bien, et qui sera aussi repris dans la newsletter de l'ADN. Ceux qui sont inscrits pourront également obtenir les insights développés par Kantar. En attendant, je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et un excellent week-end. Et merci encore Thierry. Et à très vite. Au revoir à tous. Au revoir. Très bon week-end. Bon week-end.